update lecture, c'était il y a plusieurs mois. Il est désormais temps de faire le point sur ce que j'ai lu cet été. Comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, l'été c'est un petit peu la période à laquelle je lis le moins, je ne sais pas pourquoi, je suis comme ça. L'été, je fais souvent autre chose ou j'ai des grosses pannes et des grosses flemmes de lecture. Mais j'ai quand même lu un certain nombre de livres entre juillet et août et j'espère que ma présentation de ces derniers vous plaira. Le premier livre que j'ai lu au cours de cette période est une biographie et c'est celle d'Abd al-Malik, qu'Allah bénisse la France. C'est une lecture que ma sœur m'a longtemps recommandée parce qu'elle adore tous les romans qu'a publié Abd al-Malik, qui si vous le connaissez a été connu pour sa carrière dans le rap, et présente dans cette biographie qui a d'ailleurs été adaptée au cinéma, son parcours, sa jeunesse, ses premiers pas dans le rap et aussi son parcours religieux. Maintenant c'est très difficile pour moi de juger la qualité d'une biographie parce qu'il s'agit d'une biographie, il s'agit d'un parcours de vie, c'est forcément très personnel et ça ne se juge pas vraiment. Et je suis pas là pour leur dire ce qui est bien ou pas. Maintenant j'ai trouvé cette lecture quand même très intéressante parce qu'elle m'a permis de m'ouvrir à des milieux que je connais pas forcément, surtout celui du rap d'ailleurs parce que c'est pas forcément un style musical que j'apprécie particulièrement. Il y a quelques chanteurs que j'aime parce que les textes sont magnifiques et ici on apprend à le voir un petit peu même si c'est quand même pas du tout l'objet principal du récit. J'ai aussi beaucoup appris sur la religion musulmane puisque c'est une religion qu'Abd al-Malik va découvrir dans sa jeunesse. Il va lui aussi apprendre énormément de choses et c'est ce qu'il nous présente dans ce récit-là parce qu'il va avoir plusieurs interlocuteurs, plusieurs personnes qui vont lui faire découvrir cette religion, plusieurs mouvements de cette religion aussi. Et on va un petit peu suivre son parcours vis-à-vis de tout ça. Est-ce que cette religion lui parle? Est-ce que certains préceptes lui parlent plus que d'autres? Est-ce que certains mouvements sont juste à ses yeux ou pas? En fait, on suit vraiment tout son parcours à ce niveau-là. En plus de son parcours scolaire parce qu'il s'agit quand même d'une personne qui est extrêmement intelligente, qui a eu un parcours assez brillant et en fait on suit un petit peu la dualité de sa jeunesse où il était quand même très sérieux à l'école et il avait cette espèce de double vie où à une période il était plutôt tombé un petit peu dans la délinquance mais tout en gardant cette image très studieuse, puis ensuite ça s'est transformé en rap et religion et ainsi de suite. Bref, vous suivez vraiment tout son parcours. Ce que j'ai particulièrement apprécié avec ce livre là, c'est qu'on a vraiment un discours vis-à-vis de l'islam qui reste assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias, surtout en ce moment, et c'est assez pathétique l'image qu'on renvoie dans le monde. Mais c'est ici vu d'un œil assez bienveillant parce qu'en fait l'auteur va pas forcément s'attacher à juger sa religion mais à se placer lui vis-à-vis de ses croyances, vis-à-vis de ses désirs, vis-à-vis de ce qu'il juge bon ou mauvais, son rapport à la religion. Il va pas décider de suivre aveuglément des préceptes, ce qui a pu lui arriver dans sa jeunesse d'ailleurs, mais en grandissant, en mûrissant, il va décider de choisir des principes qui lui collent à la peau, des principes qui vont lui paraître justes et qui ne l'empêcheront pas de vivre sa vie comme il l'entend. On va apprendre qu'il souhaite être en harmonie totale avec une religion qui va lui parler, qui va lui paraître juste et qui ne va rien lui imposer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce récit-là, c'est qu'on a vraiment du coup un œil bienveillant sur une religion qui est souvent bien décriée dans les médias, et à mauvais titre, parce que si on s'intéresse un petit peu à l'islam, c'est pas du tout une religion de guerre, ça reste une religion d'amour. Et ici, il va assez dénoncer les personnes qui l'instrumentalisent justement, et s'attacher à présenter celles qui ont un œil bien tout à fait juste de cette religion-là, qui va lui parler, et qui va l'appeler, et qui va forcément lui plaire. Donc il y a plusieurs courants religieux dont il va vous parler. Je vais pas m'étaler là-dessus, parce que je reste pas du tout experte dans le domaine, mais voilà, on a une présentation de tout cet univers-là. Donc on va y suivre un espèce de petit parcours initiatique d'Abd al-Malik qui va dans sa vie chercher à trouver la sérénité parce que c'est quelque chose que tout le monde recherche, je pense, et un espèce de refus de doctrine fermée et pas forcément très éclairée. J'ai quand même vraiment apprécié ma lecture, même si dans l'ensemble je connaissais pas certains sujets, du coup c'était pas forcément le plus simple à appréhender, mais la façon d'écrire d'Abd al-Malik est quand même très juste, très agréable à lire et du coup je vous encourage à la découvrir. Il a produit quand même pas mal de bouquins, je crois que c'était l'un de ses premiers et ma petite sœur ne fait toujours que me dire que du bien de cette personne, du coup je pense qu'un jour j'irai les découvrir aussi. Et dans un registre totalement différent, je vais vous présenter un livre dont je vous parlerai sans doute plus en détail dans une vidéo dédiée parce qu'il mérite vraiment qu'on s'y intéresse beaucoup plus longuement. Il s'agit d'Un éclat de givre d'Estelle Faye. Je vous l'avais présenté dans un book haul il y a quelques temps et j'avais été largement influencée par Maëlys de la chaîne Elfria dévoreuse de livres qui en avait fait une présentation hyper attractive et j'avais tout de suite voulu de plonger dans ce roman-là, dans ce récit-là qui est quand même très beau. Vous avez ici affaire à un roman de science-fiction qui reste assez atypique. On est dans un domaine post-apocalyptique mais pas celui auquel on est très habitué, c'est-à-dire ce monde en ruine, cet état de délabrement extrême, cette tension, ces univers sombres et assez dangereux.
Non, là on est dans un roman post-apocalyptique, mais un siècle après les gros dégâts qui ont pu avoir lieu. Du coup, la société s'est reconstruite, a repris ses bases, a repris ses propres codes, et elle vit un quotidien qui va nous paraître totalement incongru, parce qu'évidemment c'est pas le nôtre, mais qui n'est pas forcément dangereux pour eux, puisque c'est leur quotidien, qu'ils s'y sont faits, et que c'est comme ça. Et ça contribue en très grosse partie à l'ambiance très particulière de ce récit, puisqu'il faut prendre, eh bien, pour argent comptant, l'univers que va nous présenter Estelle Faye. Ce qui est aussi extrêmement génial dans ce récit-là, c'est vraiment une espèce de redécouverte de Paris, qui a été donc évidemment complètement retransformé, puisque un siècle après d'énormes dégâts, les quartiers ont changé, les codes ont changé, les lieux restent à peu près les mêmes et en même temps sont complètement différents. Bref, vous allez vraiment voyager dans un nouveau Paris. Et je pense que c'est encore mieux si effectivement vous habitez Paris de découvrir ce récit-là. Moi c'est pas mon cas, mais bon, je connaissais certains quartiers, du coup ça m'a aussi parlé et j'ai trouvé ça très très chouette. Pour vous présenter un petit peu plus l'histoire, on va suivre le parcours de Chet, qui est un chanteur et qui se produit un petit peu tous les soirs, qui va chanter du jazz, qui souvent se travestit pour incarner les chanteuses de jazz qu'il apprécie le plus, les chanteurs également. Et Chet, il va se voir proposer une mission, au tout début du livre, par une personne qui l'intrigue pas mal. On va lui demander de se rendre dans l'un des lieux les plus dangereux de Paris, l'un des lieux qu'il a côtoyé pendant sa jeunesse, même si Chet est pas bien vieux non plus dans le récit, l'un des endroits dans lesquels seuls les initiés peuvent se rendre et même survivre. Je ne vous en dirai pas plus au niveau de l'histoire parce que je pense que tout l'intérêt est de découvrir ces quartiers un à un que l'on va découvrir, redécouvrir, dans lesquels on va se plonger immédiatement. Tout ce que j'ai envie de vous dire pour le moment sur ce récit-là, puisque je compte lui consacrer une vidéo particulière, c'est que la plume d'Estelle Faye est magnifique et que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez vous y intéresser, que l'univers, comme je vous l'ai dit, est magnifique, vous avez des tas et des tas de lieux que vous allez découvrir, une espèce d'originalité magnifique, captivante, un état de décrépitude de cette ville qui va vous paraître extrêmement attirant, et je déconne pas quand je le dis, des endroits et des personnages hauts en couleur, donc vraiment je vous recommande de vous plonger là-dedans. Et si je n'ai pas réussi à vous convaincre, je vous encourage à voir la vidéo de Maëlys qui elle a très bien réussi à le faire. Donc je vous dis à très bientôt si vous voulez plus de détails dans une autre vidéo au sujet d'un éclat de givre. Et je ne sais pas ce qui m'a pris cet été, mais visiblement je devais être très attirée par les biographies puisque j'en ai lu une deuxième. Cette biographie c'est Moi Malala de Malala Yousafzai. Encore une fois, c'est très difficile de juger la qualité d'une biographie parce qu'il s'agit encore une fois d'un parcours personnel et je ne suis pas là pour juger les actes d'une autre personne. Je me dis que tout l'intérêt d'une biographie, c'est de voir si elle m'aura apporté quelque chose ou non. Dans le cas de Moi Malala, ça a été une lecture assez déboussolante puisqu'il s'agit surtout de faire une découverte du Pakistan et du Swat, qui est un petit pays à l'intérieur du Pakistan. Une biographie qui est quand même écrite pour un public qui ne connaît pas ces deux régions et qui va apprendre forcément à les découvrir et du coup à comprendre le parcours de Malala, ce qui lui est arrivé et ses choix et tout ce qui l'a influencé dans sa vie. Tout est lié et c'est aussi ce qui peut faire que cette biographie ne vous plaira pas forcément. Ce que j'ai bien apprécié, c'est comme je vous le disais, découvrir des régions et des pays que je ne connaissais pas vraiment, sauf de très loin de ce que les médias ont pu m'en dire, et j'ai jamais forcément cherché à m'y intéresser personnellement. Ce que m'a permis de découvrir cette biographie, c'est vraiment toute l'évolution de ce pays, son histoire, comment il s'est transformé, comment sa place a évolué dans la géopolitique mondiale, comment des systèmes religieux ont-ils pu naître dans ces régions-là, comment sa culture est présente maintenant. Tout un tas d'évolutions et de sujets dont je n'avais pas connaissance et qui m'ont permis d'être présentée dans ce livre. Je pense aussi que c'est toujours très intéressant de se mettre à la place de l'autre et c'est vraiment le cas dans Moi Malala puisqu'on apprend à découvrir son point de vue sur son univers et comment elle évolue dedans, comment ses choix sont influencés par l'histoire de son pays, par les choix politiques, par les choix religieux qui sont mis en place, par sa culture. C'est très intéressant de voir comment son combat est né et pourquoi il prend sens. Je pense que le but du livre c'était ici de montrer que les choix de Malala ont largement été influencés par l'histoire de son pays et sa capacité à voir s'il allait dans le bon sens ou pas. Maintenant, je peux tout à fait comprendre ce qui ne plaira pas à certains lecteurs dans cette biographie. On a quand même une mise en place du contexte qui est assez longue puisque Malala, elle revient aussi sur l'histoire de son papa, sur comment il a grandi, sur quelle est son histoire, quel a été son parcours et comment en fait en grandissant et lui aussi en faisant ses choix a influencé sa fille dans son parcours et dans son combat. Donc vous avez quand même une histoire du Pakistan qui se fait sur plusieurs dizaines d'années et c'est assez long et c'est vrai que si vous vous attendiez à une histoire vraiment propre à Malala, vraiment on va dire de sa naissance pas forcément, mais de son combat, de ce qui lui est arrivé et de ses choix, de ce qu'elle a fait ensuite, vous serez peut-être probablement déçus parce que vous avez beaucoup plus que son histoire à elle, mais l'histoire de son pays reste quand même la sienne, puisque l'histoire de son pays, l'histoire de son papa sont des histoires qui ont influencé son combat, qui ont influencé sa façon de voir les choses, sa mentalité, son combat, donc
Tout est lié, mais c'est vrai que ça peut vous paraître assez long parce qu'elle prend le temps de tout expliquer, mais vraiment on a énormément de détails, ce qui est très intéressant en soi, mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand ça s'appelle Moi Malala et qu'on nous parle en quatrième de couverture de son histoire, de ce pourquoi elle est connue, puisque Malala elle était connue pour avoir manqué d'être assassinée par un taliban qui était contre son combat, puisqu'elle était pour la libération du droit des femmes en fait, pour le droit à l'éducation, qui est un sujet très important dans ce récit-là, pour que tout le monde ait droit à la culture, pour que des écoles puissent être créées. Mais voilà, elle est connue pour ça, et c'est vrai qu'on s'attend, je pense, au départ, à avoir vraiment son histoire à elle, son parcours, ce qui lui est arrivé. Mais voilà, on a beaucoup plus que ça, ce qui en soi est quand même assez enrichissant. Mais je peux comprendre que ça n'intéressera pas tout le monde. Je pense que ce sera un livre à réserver à toutes les personnes qui n'ont pas peur de partir à l'aventure tout simplement parce qu'on va s'intéresser à une culture complètement différente de la nôtre. C'est aussi vraiment génial pour s'intéresser à un sujet très important, celui des libertés individuelles, du droit à la culture, qui malheureusement n'est pas encore assez reconnu dans certains pays et qui ne devrait malheureusement même pas être un combat, ça devrait être naturel, ça devrait être normal. Donc le sujet de cette biographie est quand même très intéressant et je vous invite à la découvrir. Je ne vais pas m'attarder sur le roman qui suit puisque si vous avez suivi l'activité de cette chaîne qui a enfin repris, je lui ai consacré une vidéo complète et j'espère que vous irez la voir si ce n'est pas déjà fait. Ce roman c'est Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. Pour faire une rapide présentation, il s'agit d'un roman historique mêlant romance, un petit peu de thriller et style épistolaire. Et pas que bien sûr, vous n'avez pas que des lettres, vous avez aussi pas mal de narration. Si l'image présente sur la couverture de ce livre vous dit quelque chose, c'est que vous connaissez probablement l'adaptation cinématographique avec Audrey Tautou. On y raconte dans ce livre l'histoire de Mathilde qui va chercher à savoir ce qui est arrivé à l'homme qu'elle aime, son fiancé Manek. Manek, il a été enrôlé dans l'armée pour la Première Guerre mondiale et fait partie d'un groupe de 5 soldats qui ont été condamné à mort pour mutilation volontaire. Seulement voilà, Mathilde refuse complètement de croire à la mort de son fiancé et va chercher à savoir quels ont été ses derniers instants, quel a été son parcours et savoir s'il est réellement mort ou pas. J'en dirai pas plus si ce n'est que c'est un énorme coup de cœur, c'est quelque chose que j'ai adoré lire. J'aimais déjà d'amour l'adaptation cinématographique qui me fait pleurer toutes les larmes de mon corps à chaque fois. Et pourtant vous le savez, je suis pas une très grosse fan de romance, mais là c'est tellement bien fait, c'est tellement beau que je n'y résiste jamais. Et j'ai eu cet énorme coup de cœur avec le livre qui est magnifiquement bien écrit, qui est très bien réalisé, qui a un style assez unique que je vous invite très chaudement à découvrir. Donc allez voir la petite vidéo que j'essaierai d'insérer par ici, si j'oublie pas parce que je le dis à chaque fois et je l'oublie toujours. Foncez, vraiment foncez. Et on va rester dans le domaine des guerres avec un roman jeune adulte que j'ai quand même bien apprécié mais qui s'intéresse cette fois-ci à la Seconde Guerre mondiale. Ce livre c'est Wolf by Wolf de Ryan Grodin. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un roman jeune adulte dans lequel vous allez découvrir une histoire parallèle, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale mais qui n'aurait malheureusement pas été gagnée par les Alliés. Son concept ne vous paraîtra peut-être pas réaliste, mais en tout cas j'ai adoré plonger dedans, ça a été vraiment très distrayant. Et il aurait été distrayant parce qu'en fait le but n'est pas de présenter ce nouvel univers qui a été mis en place, mais plutôt de suivre le parcours d'héroïne, son but qui fera rêver quand même pas mal de personnes, enfin rêver. C'est un bien grand mot, mais je pense que pas mal de personnes auraient rêvé de pouvoir le faire, c'est celui de pouvoir tuer Hitler. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit dans ce récit, les Alliés n'ont malheureusement pas gagné la guerre, Hitler a réussi à prendre possession d'une très large partie du monde, avec des alliés qui lui sont propres, en partie le Japon. Le monde est donc divisé entre des espèces de colonies allemandes et japonaises. D'ailleurs, l'Allemagne s'est transformée en Germania, donc qui englobe une très large partie de pays, où chaque année a lieu une très grande course qui part de Berlin pour rejoindre Tokyo, où plusieurs bikers ont pour objectif d'arriver premier afin de pouvoir rencontrer Hitler. Mais voilà, cette année-là, une personne va essayer de bouleverser le système, puisque Yael va décider de prendre la place d'une des compétitrices de cette course afin de la gagner, de rencontrer Hitler et de pouvoir le tuer face aux caméras et d'enfin créer une forme de rébellion et essayer de renverser ce monde dans lequel elle existe. C'est tout le concept de Wolf by Wolf et c'est vraiment ce qui le rend assez intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est un concept qui a toujours été assez populaire dans les films, dans les séries, dans pas mal de bouquins. L'idée de tuer Hitler a toujours fait couler l'encre. Ce qui est aussi très intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est ce monde qui est complètement réinventé puisque les codes sont complètement différents, les attentes sont assez imprévisibles puisqu'on ne sait pas ce qu'aurait donné un monde, à part qu'il aurait été affreux, si les Alliés n'avaient pas gagné. Maintenant, je vous recommande de ne pas vous attacher à une énorme attente de découverte de ce nouveau monde puisque c'est pas tout à fait le but du livre, on va plus s'intéresser au parcours de l'héroïne, donc j'aimerais pas que vous soyez très déçus si vous attendiez à découvrir tous les nouveaux enjeux de ce monde-là parce qu'on les a pas tout à fait.
Par contre, il y a un petit twist au début de l'histoire auquel je ne m'attendais absolument pas, qui m'a bien surprise, que je ne vous dévoilerai évidemment parce que j'aimerais bien vous conserver la surprise, mais ça fait quand même en partie l'originalité de ce récit, et c'est je pense pourquoi on n'a pas tant d'explications sur ce nouveau monde et tous ces enjeux. Ce qui était aussi très bien mené dans ce récit-là, c'est qu'il est quand même très dynamique. Honnêtement, je me suis pas du tout ennuyée et j'avais très peur de m'ennuyer durant les étapes de moto en fait, parce que c'est pas du tout un milieu que je connais et qui m'attire non plus d'ailleurs. Donc j'avais un petit peu peur de m'ennuyer avec les descriptions qui pouvaient être mises en place, mais ça a été vraiment très distrayant parce que vous avez vraiment toutes ces étapes de course, les pauses entre temps évidemment, et vous avez aussi pas mal de bonds dans le passé où vous allez en apprendre plus sur l'histoire de l'héroïne, ce qui a fait qu'elle est actuellement motivée à réaliser un tel acte, une telle course et un tel objectif final. Ça aide vraiment à progresser dans l'histoire sans jamais s'ennuyer et c'est vraiment l'un des points forts du livre. Ce qui est évidemment très chouette, c'est aussi les rapports entre certains personnages puisque comme je vous l'ai dit, c'est une course qui a lieu chaque année, qui est assez populaire et qui, pour les gagnants, est assez prestigieuse. Du coup, chacun a envie de gagner et personne n'a envie de laisser aucune chance à ses autres concurrents. Et l'une des règles de cette course, c'est ce qui n'est pas filmé n'est pas forcément sanctionné. C'est-à-dire que tous les concurrents vont forcément se mettre d'énormes bâtons dans les roues, ne vont vraiment pas céder, et ça m'a parfois rappelé un petit peu Hunger Games pour la tension qui peut exister, et vraiment les coups bas affreux qui peuvent se mettre dans les dents tout simplement, même si dans Hunger Games le but c'est de tuer les autres. Là c'est pas tout à fait l'objectif, mais ils se privent pas quand même. Même si je les ai appréciés, les relations entre certains personnages ne sont franchement pas imprévisibles, on les devine assez vite, et c'est malheureusement l'un des écueils des romans jeunes adultes, ça reste assez prévisible. Ça a aussi été le cas pour l'issue de ce roman, je m'attendais quand même à certaines choses que j'ai devinées très tôt. Elles se sont produites, donc je l'avais deviné, allez je dirais depuis les 2-3 premiers chapitres, je savais déjà comment ça allait se finir. J'ai pas forcément été déçue parce que j'avais passé quand même un bon moment avec ce roman-là, donc ça n'a pas été affreux de savoir que j'avais eu raison. Mais si vous vous attendiez vraiment à une énorme lecture très surprenante, c'est pas ce que vous trouverez ici. Vous aurez un concept original, mais pas le plus surprenant du monde. J'ai donc passé un très bon moment avec cette lecture et je vous encourage à la découvrir si vous le pouvez parce que malheureusement je n'ai pas de traduction sur ce roman-là, en tout cas j'en ai pas vu, je sais pas du tout si c'est prévu, hein. Je ne sais pas où trouver ce type d'informations donc je ne pourrais pas vous les donner. Mais voilà, pour les amateurs de VO, eh bien c'est un livre à lire et il y a un second tome de prévu puisqu'il s'agira d'une duologie. Le second tome sortira à la fin de l'année, je crois en novembre si je me trompe pas. Et puis je trouve la couverture très très jolie, donc voilà, c'est un petit point positif pour vous encourager à découvrir ce livre. Et on bascule dans un style complètement différent, mais un style que j'aime beaucoup, celui des thrillers. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, donc ce ne sera pas une surprise pour ceux qui l'ont vu, il s'agit de You de Caroline Kepnes. You, c'est un thriller psychologique du point de vue d'un stalker qui est tombé fou amoureux d'une de ses clientes puisqu'il travaille dans une librairie, qui va décider qu'ils auront un avenir commun même si la femme qu'il aime ne le sait pas encore, qui va peu à peu s'immiscer dans sa vie de près ou de loin, ça vous le verrez bien, et qui n'aura pas forcément toujours des dessins très favorables pour elle ou son entourage. Ça reste un roman avec une ambiance très particulière qui plaira ou ne plaira pas. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le roman se lit très rapidement parce que le concept reste quand même vachement intéressant. Le fait d'avoir le point de vue d'un stalker en permanence et de savoir qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il va presque pouvoir influencer le parcours d'une personne alors que cette personne ignore totalement qu'il existe, est assez addictif et pousse vraiment à la lecture. C'est une lecture que j'ai faite sur, je crois, 2 jours maximum parce que j'avais très hâte de savoir ce qui allait se passer, quels allaient être tous les rebondissements de ce livre. Donc 400 pages que j'ai bouffé très vite. Comme je vous le disais, l'un des points forts de ce récit-là et ce qui a fait que c'était vraiment attirant, c'est le fameux point de vue de l'auteur, le point de vue du stalker. Et c'est un point de vue omniprésent qu'on a puisqu'il raconte l'histoire à Beck, qui est la personne dont il est tombé amoureux. Il lui raconte tout ce qu'il va faire, il lui raconte tout ce qu'il pense, il lui raconte tout ce qu'il veut lui faire, tout ce qu'il veut faire à son entourage éventuellement, tout ce qu'il attend d'elle. Et vous suivez ça en permanence. Vous allez lire presque des lettres qu'il pourrait lui écrire, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit d'ailleurs, mais il parle toujours en s'adressant à elle. Tu vas faire ceci, tu fais cela, tu penses cela, tu devrais faire ceci. Bref, tout étant tu, il la tutoie en permanence et vous assistez à cet échange à sens unique et c'est vraiment très addictif. Puisqu'on n'est pas dans un roman contemplatif où on va s'ennuyer avec pas mal de descriptions, on est tout le temps dans l'action, même si tout est narré du point de vue du stalker.
Vous aurez quelques dialogues, mais c'est vrai qu'ils sont pas les plus présents, puisque Joe, d'ailleurs je vous ai pas donné son nom, qui est le stalker, va vous raconter tout ce qui se passe. L'ambiance est aussi très particulière, puisque Joe vous raconte toute l'histoire, enfin la raconte à Beck, et vous avez vraiment ce sentiment de voyeurisme. Vous êtes toujours là à le suivre, et lui-même suit Beck. Il la suit de partout, il va voir tout ce qu'elle fait, et c'est pas toujours très sain d'ailleurs ce qu'il fait. Son comportement d'ailleurs de base n'est pas sain, stalker les gens c'est pas bien. Mais vous allez le suivre dans ses petites aventures qui sont pas très saines, et ça crée une ambiance très spéciale parce qu'il s'immisce réellement dans sa vie et vous vous immiscez forcément dans la sienne aussi. Du coup ça donne cette ambiance assez glauque, parfois malsaine, cette ambiance un peu perverse qui est vraiment là du début à la fin, avec laquelle vous allez justement réussir à accrocher ou pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous pourriez vraiment apprécier cette lecture et avoir ce petit côté addictif comme je l'ai eu, ou bien être totalement repoussé par cette lecture là, puisque ça reste quand même assez fort, assez oui, malsain pour cet aspect voyeuriste. Malgré tout, même si j'ai adoré et j'ai très vite lu ce récit-là, je l'ai pas trouvé le plus surprenant. Pas mal de rebondissements m'ont pas mal diverti, je m'y attendais pas à tous les rebondissements du livre, ça c'est sûr et certain, mais l'issue du bouquin, la chute, je l'avais un petit peu prévu avant même de commencer le récit d'ailleurs, et les premières pages m'ont pas du tout confirmé mon intuition, mais en tout cas cette intuition n'a pas bougé du début du récit jusqu'à la fin. Donc je dirais que c'est pas forcément le roman le plus original pour sa fin, voilà. Si vous recherchez vraiment cette fin qui va vous retourner le cerveau, en tout cas ça n'a pas été mon cas avec ce roman-là. Donc ne vous y attendez pas forcément, malgré tout ça restait quand même très divertissant. J'ai vraiment apprécié ma lecture, mais voilà, pas la moins imprévisible. L'autre point qui pourrait éventuellement déranger certains lecteurs, ce sont les scènes de sexe qui sont quand même assez présentes dans ce récit-là. Comme je vous l'ai dit, Joe suit Beck partout, ou parfois dans des scènes de vie qui lui sont totalement intimes, mais qu'il va quand même pouvoir voir. Il a aussi des dessins vis-à-vis d'elle qui sont pas forcément toujours les plus sages. Donc voilà, vous avez toutes ces scènes-là qui sont quand même assez présentes dans le récit, et en tout cas un langage assez cru tout au long du roman. C'est un point que je tiens à souligner pour ceux qui ne seraient pas du tout à l'aise avec ça. Sans parler du thème du consentement, puisque si certaines personnes vous observent en train de vivre votre petite vie intime sans que vous soyez très au courant, je trouve pas ça très juste ni très normal. Mais voilà, je vous encourage à découvrir ce récit-là si le résumé vous intéresse, si c'est un thème qui ne vous dérange pas plus que ça. Moi je l'ai trouvé pas mal, et d'ailleurs ici il s'agit de la version anglaise, mais il est traduit en français sous le nom de Parfaite, disponible normalement en poche, donc par Huineuf. Et on va rester dans le domaine des psychopathes avec un psychopathe assez différent, mais pourtant bien connu, le Joker. C'est ici un comics publié chez DC Urban Comics par les auteurs Brian Azzarello et Lee Bermejo. C'est un comics que j'avais immédiatement voulu acheter quand j'avais vu la couverture, qui est bien glauque, bien sombre et pourtant bien parlante sur la psychologie du Joker. Ce fameux sourire bien macabre, bien machiavélique, qui est toujours présent sur ses lèvres et qui va conditionner toute l'ambiance du comics. On suit dans ce roman-là la sortie du Joker de prison. Il est libéré au tout début du roman, et une personne qui rêve de parcourir un petit bout de chemin à ses côtés va nous raconter toute l'histoire. Il s'agit d'un comics qui n'a pas de suite, c'est une histoire unique, et je pense qu'elle est très bien comme ça parce qu'apparemment les auteurs ont voulu représenter toute l'aura du Joker, toute sa psychologie bien tordue, à travers les yeux d'une personne qui est, on va dire, à peu près normale, peut-être pas forcément sociopathe, même si bon, vouloir suivre le Joker dans toutes ses aventures, je suis pas sûre que ce soit très sain, franchement. Parce qu'on a ici pas du tout l'image d'un Joker un petit peu acidulé comme on aurait pu l'avoir dans certains comics, dans certains dessins animés, qui rendent le personnage assez amusant, parfois un petit peu stupide. Ici, il est vraiment un bon vieux sociopathe, quoi. Il est affreux. Il est vraiment fou, au sens propre du terme. J'ai aussi eu la sensation de retrouver le Joker qui avait été dépeint par Christopher Nolan dans la saga Batman, dans la trilogie qui a été porté à l'écran il y a plusieurs années. Un Joker qui n'a pas forcément de but, qui répand le mal, qui répand une certaine forme de perversion sans jamais se soucier d'un objectif final, si ce n'est foutre la merde en fait. Du coup j'ai trouvé ce comics vraiment très intéressant, je l'ai trouvé assez sombre, ça se lit évidemment très vite, et je trouve qu'il peut tout à fait s'adresser à des personnes qui n'auraient jamais trop lu de comics, qu'il s'agisse du Joker ou d'autres. Ça peut tout à fait s'adresser à des néophytes du genre. Et ce que j'avais évoqué la première fois que j'avais présenté
commencé ce comics là dans un book haul, c'est la représentation graphique du Joker qui m'a largement rappelé Heath Ledger dans la saga de Nolan justement. Et je pense que les auteurs, en tout cas les dessinateurs, ont un petit peu voulu rendre hommage à ce Joker très sombre, assez imprévisible et vraiment complètement fou. Peut-être que ça vous parlera plus si je vous montre cette planche, puisque personnellement je trouve qu'il lui ressemble très fort. Je vous en dirai pas plus sur le contenu du comics, si ce n'est que je vous encourage chaudement à le découvrir. Et dernier livre de cette update lecture extrêmement long puisque j'ai tout cumulé d'un coup. Il s'agira du second tome d'une trilogie que j'avais commencé il y a plusieurs années, donc avant de commencer cette chaîne. Il s'agit de Fever de Lorraine de Stefano. Il s'agit d'un roman jeune adulte, d'un roman de science-fiction puisqu'on est dans une dystopie qui mêle quand même pas mal avancées scientifiques, ses conséquences, pas toujours très positives d'ailleurs. Et dans ce premier tome qui s'appelle Wither, on va suivre l'histoire de Ryan, qui est une jeune femme qui évolue dans une société loin d'être rassurante puisque des avancées scientifiques ont permis de garantir aux êtres humains d'être totalement immunisés à toute forme de maladie. Alors ça pour le coup c'est plutôt chouette, sauf qu'évidemment il y a forcément eu une couille dans le pâté, celle qui fait que leurs héritiers, eux, naissent avec un très gros problème, celui de mourir prématurément. Les femmes ont une espérance de vie de 20 ans et les garçons de 25 ans. L'un comme l'autre, c'est plutôt très moisi de mourir avant 20 ou 25 ans. Et c'est le cas de Ryan qui fait partie des générations suivantes, qui est donc plus ou moins condamné à une mort prématurée, quoi, c'est nul. Et l'autre souci dans ce monde-là, c'est que certaines personnes se sont dit, puisque c'est bien le bordel, puisque de toute façon il n'y a plus grand chose à foutre, on va kidnapper les jeunes femmes, et puis celles qui nous plaisent, on va les garder, on va les promettre soit à la prostitution, cool, soit on va les forcer à épouser des hommes pour qu'elles leur fassent plein de petits bébés et éventuellement pouvoir leur permettre de se reproduire avant de claquer un petit peu tôt. Super. Autant vous dire que personne n'a envie de grandir dans ce monde-là, hein. Clairement moi ça m'attire pas du tout. Et Ryan, en plus d'être condamnée au fait de mourir à l'âge de 20 ans, elle va pas avoir de chance puisqu'elle va faire partie de ces jeunes femmes qui sont enlevées, super, et elle va être mariée de force à un espèce de gosse de riche un petit peu, avec deux autres jeunes filles qui vont se retrouver dans le même lot pourri qu'elle. Du coup vous le devinerez, ce concept absolument sombre et absolument horrible m'a vraiment intéressée. C'est l'un des points qui fait que j'aime vraiment ce récit-là. Parce que le temps devient un élément de pression. C'est un moteur pour les personnages, une espèce d'épée de Damoclès en permanence posée au-dessus de leur tête. Parce que les personnages, ils n'ont pas le luxe de ne rien faire dans ce récit-là, ils sont obligés de faire quelque chose. Même s'ils n'ont pas forcément la solution sous la patte, ils sont obligés de se dire qu'il va falloir faire quelque chose pour changer les choses. Ce qui est aussi assez chouette, c'est que l'auteur lance plusieurs débats dans celui de la science, puisque dans ce récit-là, on a aussi une guerre entre des personnes qui chercheraient à être pro-science, donc essayer de trouver une solution, malheureusement aux conséquences d'une avancée scientifique qui était pas si chouette que ça, et d'autres qui s'apparenteraient presque au pro-life dans la vie, qui veulent ne jamais interférer dans les décisions de la nature tout simplement. Pro-life, hein, parce que ces personnes-là en général sont pour le fait d'enfanter à fond les ballons. Hein. Ce que personnellement je pense que j'aurais du mal à faire dans un monde où je pourrais me dire que mon enfant ne me connaîtra pas bien longtemps et qu'en plus je lui offrirais une espérance de vie assez nullissime. Et puis un sujet qui me tient toujours à cœur, la place des femmes dans la société, puisqu'ici elles ont encore une place de perdante, hein, puisque déjà elles meurent plus tôt que les mecs, mais en plus, ce sont elles qui sont traitées comme de la chair à canon. Les hommes n'ont pas ce problème-là d'être enlevés pour être soit fusillés parce que inutiles, soit proposés à la prostitution, soit mariés de force et forcés d'enfanter. La place de la femme est assez importante dans le premier tome comme dans le second d'ailleurs, puisqu'on y découvre d'autres problématiques liées à ce monde-là, mais où la femme a toujours pas une place très reluisante, ni enviable non plus. Évidemment, ce que j'ai bien aimé en plus du concept, c'est forcément l'ambiance inhérente à ce concept-là, qui est très sombre, qui est très lourde, c'est une forme de tension permanente, puisque les personnages, ils sont en perpétuelle recherche de solutions, ils sont en perpétuel questionnement, en perpétuel danger, et c'est ça qui fait tout l'intérêt du premier tome comme du second. Et d'ailleurs, ce fameux danger est beaucoup plus présent, j'ai trouvé, dans le second tome que dans le premier. Du coup, on a toujours envie de connaître la suite, quelles vont être les prochaines étapes, quels vont être les prochains choix des personnages. C'est vraiment quelque chose qui a boosté pour moi mon envie de découvrir la suite. On a un petit peu cette ambiance survivaliste presque, hein, parce que c'est un monde qui est quand même très flippant. Et les personnages, même s'ils sont pas forcément tous en danger, se dire que vous allez mourir à 20 ou 25 ans, pour moi ça reste un petit peu du survivalisme. Hein,
un petit peu quand même. Bon, même si j'ai adoré lire ce deuxième tome et que ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ce monde-là, qui au passage n'a pas du tout été difficile à retrouver, je me rappelais assez bien de cet univers, mais l'auteur recontextualise quand même pas mal les choses et même après plusieurs années, j'ai replongé dedans très très vite et très facilement. Mais voilà, dans ce second tome, j'ai eu un petit peu cette sensation à la fin de tout ça pour ça. Il s'est passé plein de choses que j'ai trouvées chouettes et intéressantes, j'ai appris des trucs, mais en fait j'ai pas trouvé qu'on faisait un bond de malade dans l'histoire. Et du coup c'était un petit peu dommage parce que même si c'était divertissant, ça faisait pas forcément un super job pour nous faire avancer dans le récit. Je suis vraiment assez mitigée de ce point de vue-là, même si j'ai passé un bon moment. Et si vous avez envie de vous plonger dans ce roman jeune adulte qui est assez original, quand même assez sombre pour un roman jeune adulte, si vous avez vraiment envie de le découvrir, si j'ai réussi à vous convaincre, eh bien vous pouvez aussi le lire en français parce qu'il a été traduit. Normalement les 3 tomes sont disponibles en français et sont connus sous le nom de la saga Le Dernier Jardin, puisqu'ici ça s'appelle The Chemicals Garden Trilogy, dont le premier tome est donc éphémère, disponible chez Castlemore. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de découvrir cette trilogie dont il me reste du coup le dernier tome à lire et que en fait j'ai très hâte de découvrir. Et c'est tout pour cette immense vidéo update lecture. J'espère que vous aurez pas réussi à trop vous ennuyer. J'ai fait de mon mieux pour être assez dynamique, mais bon, vu que j'avais pas énormément lu et pas du tout été présente sur cette chaîne, c'est un petit peu ma faute si vous vous payez un update lecture d'une longueur astronomique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures là, si certaines vous ont intéressé, si j'ai réussi à vous tenter pour plusieurs d'entre elles, ce serait cool. J'ai toujours très hâte de lire vos messages parce que même si j'ai enfin réussi à rattraper un petit peu mon retard, c'est toujours très cool de pouvoir échanger avec vous, de savoir ce que vous en pensez et parfois de pouvoir vous donner des conseils et inversement parce que vos commentaires me permettent souvent de faire des découvertes. Je vous en remercie beaucoup. Je dis ça, mais il est fort probable qu'au moment où je publie cette vidéo, je sois sur le point de partir à New York. Sachez que de toute façon, je vais rester présente sur cette chaîne puisque je préfilme des vidéos afin d'être enfin présente sur cette chaîne, pile poil à la période où techniquement je peux pas, alors que j'aurais pu le faire tout l'été. Voilà, la contradiction c'est moi. Bref, je vous dis à très bientôt et du coup je vous préviens que je répondrai pas trop aux prochains commentaires parce que clairement, je pourrais pas. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie toujours pour votre présence sur cette chaîne. Salut!